Il était 4 heures du matin quand le téléphone sécurisé posé là comme une bombe silencieuse se mit à vibrer. À cet instant précis, nul être humain n'aurait pu deviner que les 3 prochains jours bouleverseraient l'architecture du pouvoir entre Paris et Moscou pour longtemps. « Monsieur le ministre !» La voix du général Thierry Burkhardt traversa la ligne avec la rigidité d'un commandement militaire. « Nous avons intercepté un signal du Kremlin. Poutine prévoit une allocution dans 2 heures et cette fois, vous êtes le sujet principal. » Face à cette annonce, Lecornu resta de marbre. Il ne prononça aucun mot. Seul le cliquetis nerveux de ses doigts contre le bois froid de son bureau trahissait le tumulte intérieur. Ce geste discret, presque imperceptible, n'était connu que des intimes du ministère. Et il n'annonçait jamais rien de paisible. « Ce n'est pas un simple avertissement, c'est une menace frontale contre vous, contre notre pays, et à cause de notre soutien militaire à Kiev. On ne parle pas de rhétorique, Sébastien. Là, c'est du concret. » lança le général la voix lourde de gravité. Et comme pour confirmer ces mots, les écrans russes s'illuminèrent tous en même temps. Vladimir Poutine, figé dans son éternel costume anthracite, le regard plus glacé que jamais s'adressa à son peuple et au monde. Depuis un quart de siècle, il maîtrisait cet art posture mise en scène. Mais ce jour-là, un détail trahissait son agacement, une tension dans la voix, fine comme un fil mais tranchante. Il prit la parole lentement avec cette diction volontairement pesante. La République française et son ministre des Armées, ce monsieur Lecornu, semblent convaincus qu'ils peuvent narguer la Russie sans conséquence. Pause. Silencieuse mais volontaire. Puis il reprit avec un ton devenu tranchant comme une lame. Ils envoient des armes, ils entraînent des troupes. Ils s'imaginent hors d'atteinte, protégés par des kilomètres de frontières. Et la sentence tomba comme un coup près. À monsieur Lecornu, je dis ceci, la Russie n'efface jamais. Toutes les 6 heures, chaque projectile, chaque euro envoyé à l'Ukraine sera gravé dans notre mémoire. La France joue avec le feu. Partout sur la planète, les experts en géopolitique se jetèrent sur la vidéo comme des vautours sur une dépêche. Poutine qui désigne nommément un ministre étranger. C'est rarissime. Ce n'était pas une sortie de routine, c'était un message codé et tout le monde le savait. À Paris, pas de délai. L'Élysée enclencha le mode alerte. En moins d'1 heure, les figures clés étaient réunies. Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Catherine Colonna, la diplomatie incarnée et les directeurs du renseignement français. La pièce sentait la tension à plein nez. Macron brisa le silence, les yeux fixés sur son ministre des Armées. Il veut t'isoler, Sébastien. Te faire passer pour le maillon faible, pour celui qui provoque. C'est du manuel KGB édition collector. Lecornu ne broncha pas. Un hochement de tête presque imperceptible, puis cette réplique. Il pense avoir joué finement. Mais il s'est trompé de cible. Macron fronça les sourcils. Tu veux dire, il m'a mal lu. Il croit que je vais avaler l'affront, baisser les yeux, reculer sur notre soutien à l'Ukraine. Mais moi, je ne recule pas. Jamais. Catherine Colonna prit la parole, le regard sérieux. Sébastien mesure bien tes mots. Un bras de fer verbal avec Poutine, ce n'est pas un jeu. Il a tout un arsenal pour riposter du hacking ciblé des campagnes de propagande, voire des gestes militaires calculés. Lecornu se leva sans un mot, ses pas résonnant doucement, jusqu'à la carte géopolitique suspendue au mur. Il s'arrêta net devant l'Ukraine, son regard accroché à cette terre ravagée par 3 années de feu et de sang. Il se tourna légèrement sans quitter la carte des yeux. « Catherine, je te dis cela sans animosité. C'est précisément cette crainte rampante qui a permis à Poutine d'agir à sa guise depuis trop longtemps. Souviens-toi, en 2008, on a tremblé pour la Géorgie. En 2014, on a baissé la tête pour la Crimée. Puis ce fut le Donbass, toujours avec la peur au ventre. Et maintenant, c'est toute l'Ukraine qui paie le prix de nos silences. Dis-moi, quand est-ce qu'on dit stop à la peur ? Le silence qui suivit fut lourd, presque sacré. Macron de son fauteuil fixait Lecornu. Il connaissait ce regard. Quand il se dessinait sur le visage de son ministre, c'était le signal qu'aucune marche arrière n'était possible. « Alors quelle est ton idée ?» demanda Macron, les bras croisés, l'œil perçant. Lecornu ne laissa pas planer le suspense. Ni palabre, ni diplomatie. Une réaction militaire nette immédiate, du concret.
Il marqua une brève pause, puis lança « On avait annoncé 3 milliards d'aides militaires pour l'Ukraine en 2024. Très bien, je propose de passer à 6 et on le rend public dans les 2 prochains jours. Poutine parle fort. Alors faisons plus que parler. » Un conseiller manqua s'étrangler. « Tu es sérieux, on n'a pas les moyens, le budget va exploser. » Sébastien garda son calme, mais sa voix se fit tranchante. « J'ai passé la nuit à décortiquer les chiffres. C'est faisable. On réinjecte les intérêts générés par les avoirs russes qu'on a gelés. On libère les stocks de matériel ancien, qui doivent être renouvelés de toute façon, et on commande plus à nos entreprises de défense, ce qui entre nous boostera l'emploi local. » Macron restait silencieux, les doigts joints comme en prière inversée. Il souffla finalement « Tu joues gros ?» Le cornu répondit sans hésiter « Pas autant que l'Ukraine. » Ah, Poutine nous prend pour des Européens classiques divisés mous éternellement en train de tergiverser. Il est persuadé qu'on pliera dès qu'il hausse le ton. Il faut lui prouver qu'il se trompe, mais pas avec des promesses creuses, avec des actions qui claquent. Macron acquiesça tranchant. « Très bien, tu prends les commandes. Pas un mot ne filtre, préparation millimétrée, et le jour J, pas le droit à l'erreur. Il faudra que ce soit blindé, irréprochable. » Les 36 heures qui suivirent transformèrent les cornus en machines de guerre. Littéralement. Dans les couloirs du ministère, on disait qu'il était passé en mode combat, plus de sommeil, plus de distraction, plus aucune délégation. Chaque détail passait sous sa loupe, son équipe elle aussi carburait sans pause. 3 fronts simultanés, d'abord dresser avec précision la liste des équipements à envoyer en Ukraine. Ensuite, élaborer un montage financier crédible démontrant que le projet tenait la route sans faire exploser les comptes publics. Enfin, construire une offensive médiatique millimétrée qui transformerait la menace russe en coup de maître français. Il était 23h30 la veille du grand jour quand Lecornu reçut un coup de fil inattendu. À l'autre bout du fil, Bruno Le Maire, son ancien mentor, l'homme qui l'avait vu grandir politiquement. « Sébastien, j'espère que ce que j'entends est faux. Dis-moi que tu ne comptes pas aller au bout de cette idée. » Lecornu soupira légèrement. « Tu sais bien que je ne peux rien dire sur ce qui se prépare. » Bruno insista d'un ton mêlé d'inquiétude et de colère contenue. « Ce n'est pas une manœuvre, c'est une prise de risque insensée. Tu t'attaques frontalement à Poutine. Tu réalises ce qu'il fait à ceux qui osent le défier. » Un long silence s'installa. Puis Lecornu répondit posé mais résolu. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand j'étais ce gamin de 19 ans dans les couloirs de l'Assemblée? Que la politique se divise en 2 camps, ceux qui se contentent de réciter des valeurs et ceux qui ont le cran de les incarner. Les premiers remplissent les livres de CV, les autres les livres d'histoire. Moi, j'ai choisi mon chapitre. 9 heures tapantes, matin tendu. Dans la salle comble des micros alignés comme des fusils, des caméras braquées, comme des projecteurs de guerre. Des journalistes venus de toute l'Europe, des États-Unis, et même quelques Russes en exil carnet en main, regard en alerte. Tout le monde retenait son souffle. L'instant promettait d'être historique. Le ministre s'avança lentement vers le pupitre, aucun papier, aucun téléprompteur. Rien que lui, sa voix et une détermination qui ne tremblait pas. « Mesdames et messieurs !» Sa voix claqua dans la pièce comme un verdict. « Il y a 2 jours, le président de la Fédération de Russie a cru bon de citer mon nom. Il a lancé des menaces visant la France et me visant personnellement. Aujourd'hui, c'est mon tour de lui répondre. » Les stylos cessèrent de gratter. Les dos se redressèrent. Un ministre français qui répondait frontalement sans filtre à Vladimir Poutine, c'était du jamais vu. Vladimir Poutine s'imagine que ces menaces terrifient, qu'elles figent nos décisions. Il se méprend lourdement. À chaque menace lancée, notre engagement envers l'Ukraine se renforce davantage. Il s'interrompit un instant juste assez pour que ses paroles s'ancrent dans les esprits. Puis il lâcha la bombe. « C'est pourquoi aujourd'hui j'annonce que la France portera son aide militaire à l'Ukraine à 6 milliards d'euros, le double de ce qui avait été prévu. » L'auditoire chancela. Un frisson traversa la salle. Des murmures étouffés, des regards échangés, certains journalistes, oubliant même d'écrire. Et il enchaîna implacable, ce soutien inclura 518 canons, César flambant neuf, un arsenal plus conséquent,
que celui de notre propre armée de terre, des milliers d'obus de 155 cm, des drones de reconnaissance de fabrication française, des missiles Scalp, des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés et surtout la formation continue ici même en France de milliers de soldats ukrainiens. Il s'interrompit brièvement, attrapa son verre, avala une gorgée, puis reprit le ton plus grave, les mots chargés d'une intensité nouvelle. « Monsieur Poutine, vous affirmez que la Russie n'oublie rien. Très bien. Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, la France, elle aussi, a de la mémoire. Et elle est précise. » Il planta son regard dans la salle, chaque phrase comme un coup de marteau. 1812, vos aïeux se sont battus contre Napoléon non par choix politique, mais pour survivre. 1914 à 1918, la Russie était notre partenaire dans la lutte contre l'expansionnisme allemand. Et en 1944, vos soldats ont contribué à débarrasser l'Europe du joug nazi. Puis son regard se durcit, ses mots se firent tranchants. Mais nous n'avons pas non plus effacé de notre mémoire Budapest, Vilnius, Prague. Le silence devint assourdissant. Plus un seul stylo ne bougeait. Les journalistes restaient figés, suspendus à cet instant, devenu sans qu'on s'en rende compte un moment d'histoire. Vous imaginez qu'en ciblant un ministre français, en lançant des menaces, à peine voilées, vous allez semer la peur, erreur monumentale. À chaque fois que vous tentez d'intimider, vous déclenchez l'effet inverse. Notre soutien à l'Ukraine devient plus massif, plus rapide, plus résolu. Lecornu se pencha alors presque imperceptiblement vers les micros comme pour lancer un défi en pleine face. Qu'on soit bien clair, que cela résonne jusqu'au Kremlin, la France ne reculera pas. Ni d'un pas, ni d'un sou, ni d'une cartouche. Vous cherchiez un bras de fer, vous l'avez. Nos chaînes d'assemblage tournent à plein régime les canons. César sortent désormais plus vite que l'armée française ne peut les aligner. Des dizaines de milliers d'obus sont fabriqués chaque mois. Nos usines ne dorment plus. Voilà ce qu'on appelle une économie de guerre, et croyez-moi, elle ne fait que s'échauffer. Et puis Lecornu lâcha la phrase comme un coup près. « Monsieur Poutine, si vous pensiez qu'intimider un ministre suffirait à infléchir notre ligne, alors vous venez de signer votre erreur. Ce n'est pas notre détermination que vous avez brisée, c'est notre volonté que vous avez galvanisée. Merci. » La salle explosa, crépitement de flash-mains levées de toutes parts. Mais le ministre ne s'arrêta pas. Pas de réponse. Il tourna les talons, laissant son silence sceller son message. Moins de 30 minutes plus tard, le monde entier en parlait. Le Figaro barra sa une. Lecornu déclare la guerre à Poutine. CNN martelait « Un ministre français défie le Kremlin sans filtre ». Ruyad résumait tout en une phrase. À chaque menace, Lecornu répond par plus d'armes pour l'Ukraine. La seule question qui planait encore, c'était celle-ci, comment le Kremlin allait-il encaisser ce coup de tonnerre? La réponse ne se fit pas attendre. À peine 6 heures après le discours fracassant de Lecornu, Dimitri Peskov, le visage plus crispé que d'ordinaire, convoquait les caméras dans une salle de presse bondée à Moscou. Les propos incendiaires du ministre Lecornu sont une escalade inacceptable et irresponsable, lança-t-il d'un ton nerveux. La Russie répondra comme il se doit pour défendre ses intérêts. Mais un détail n'échappa pas aux observateurs, le ton avait changé. Fini la superbe, fini la condescendance habituelle. C'était désormais la voix d'un régime sur la défensive. Les experts en géopolitique n'hésitèrent pas. Cette fois, Poutine a encaissé. Il a été forcé de jouer en réaction, non en initiative, nota un analyste du CSIS. En quelques minutes, il devenait clair que Lecornu avait franchi une ligne que peu en Occident avaient osé approcher. Il n'avait pas baissé les yeux face à la menace, il l'avait repoussée, avec une intensité telle que même le Kremlin avait vacillé. Les 2 jours qui suivirent plongèrent Paris dans une vigilance maximale. Au sein du ministère, l'équipe de Lecornu épluchait chaque signal venu de Moscou. Attaque cybernétique, aucune anomalie détectée, manœuvres militaires, activités standards, propagande et désinformation, étonnamment discrète. Le tsar de la menace, d'habitude si prompt à frapper, gardait un silence pesant. Lors d'un briefing confidentiel, le général Burkhard résuma ce que tous pensaient, tout bas. « Il est désorienté. Tu l'as pris à contre-pied. Ce qu'il croyait être un coup de pression, tu l'as retourné contre lui. » Puis, avec un demi-sourire, « Maintenant, il est coincé.
S'il monte en régime, il valide ton récit, celui d'un Kremlin qui pousse l'Occident à réagir plus fort. Mais s'il ne bouge pas, il passe pour un géant désarmé. Mais le vrai coup de théâtre ne vint ni du Kremlin ni de Paris. Il surgit de là où personne ne l'attendait. À peine 12 heures après le discours de Lecornu-Berlin, dégaina la première une rallonge de 2 milliards d'euros pour Kiev. Varsovie suivit presque immédiatement, ajoutant 5 milliards de plus. Londres embraya avec 1 milliard, puis La Haye compléta la chaîne avec 500 millions supplémentaires. En 7 jours à peine, l'effet domino enclenché par la sortie fracassante de Lecornu s'était transformé en avalanche. Plus de 12 milliards d'euros supplémentaires affluèrent vers l'Ukraine. Ce que Poutine avait imaginé être un coup de semonce isolant Paris s'était métamorphosé en un cri d'unité continentale. Le maître du jeu pensait fracturer l'Europe. Il venait sans le vouloir de la cimenter. Depuis Kiev, le président Zelensky apparut devant la presse, l'émotion nouant ses mots. « Je tiens à saluer personnellement le ministre Lecornu. Par son acte, il a prouvé que le courage n'est pas une relique du passé européen. Il a montré qu'il existe encore des dirigeants capables de se dresser face à un tyran sans trembler. » Mais derrière les applaudissements, une autre question brûlait toutes les lèvres. Que pensait Emmanuel Macron de cette prise d'initiative spectaculaire? Lecornu venait de jeter un pavé diplomatique dans la mare du Kremlin et le frisson avait traversé jusqu'au cœur de l'Élysée. Certains au palais présidentiel ne cachaient pas leur irritation. À voix basse, des conseillers grimaçaient « Il a franchi la ligne, ce n'est pas son rôle. Ce qu'il a fait, c'est provoquer une tempête diplomatique. » De son côté, Emmanuel Macron adoptait une toute autre lecture des événements. Dans une intervention inattendue sur les ondes de France Inter, le président lâcha une déclaration sans détour. Sébastien Lecornu a rempli son rôle à la perfection. Face aux menaces, il a tenu la ligne, défendu nos principes, protégé nos intérêts. C'est exactement ce que j'attends d'un ministre des Armées. Et non, nous ne ferons pas un pas en arrière. Le message était limpide, sans nuance, sans entrelacs diplomatiques, soutien total, clair, assumé. Lecornu n'agissait pas seul, l'Élysée lui tenait la porte grande ouverte et lui montrait le chemin. Un mois plus tard, l'Ukraine vit débarquer le premier convoi venu de France. Des canons encore brillants de peinture fraîche, des palettes entières d'obus, des drones au nez pointés vers le ciel et des missiles rangés comme des promesses. Les soldats ukrainiens accueillirent les camions au son des klaxons et sous une pluie de drapeaux tricolores. Sur l'un des 16 César, une inscription pochoir noir sur fond kaki, offert par Lecornu à M. Poutine. L'image fit l'effet d'une étincelle sur de l'essence. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le cliché devint viral en quelques heures. Ce n'était plus une rumeur ni une posture, c'était une réponse tangible à la menace. À Paris, dans la pénombre feutrée de son bureau, Lecornu observait la scène sur son écran. Catherine Vautrin l'appela. « Tu viens de faire ce que tout le monde évitait, tu as mis Poutine face à ses propres limites. » Il répondit doucement. « Bon, il ne bluffait pas, Catherine. » Elle acquiesça. « Justement, c'est ce qui rend ta réponse encore plus essentielle. Tu lui as montré qu'on peut être tout aussi déterminé, sinon plus. » Lecornu esquissa un sourire. Ce qui me fait rire, c'est qu'il croyait que me menacer me ferait reculer. Il n'a jamais compris que ce n'est pas lui qui me fait peur, mais l'idée de ce qu'il ferait si personne ne le stoppait. 3 mois plus tard, dans les coulisses feutrées d'un sommet automnal à Bruxelles, une scène discrète mais lourde de sens éclata à huis clos. Lors d'une discussion entre diplomates, un représentant russe manifestement irrité lâcha froidement « Votre ministre français Lecornu est désormais un frein aux relations entre Moscou et l'Europe. » Il pensait sans doute semer le doute. Mais la réplique allemande fusa tranchante comme une lame affûtée. « Vous vous trompez, Lecornu est devenu la référence. C'est lui qui incarne la façon dont l'Europe doit vous faire face. Et oui, nous nous alignons sur lui. » À cet instant précis, plus personne ne pouvait l'ignorer. Lecornu n'était plus un simple ministre français. Il avait franchi une frontière invisible, celle qui sépare les techniciens de l'histoire. Il était devenu pour l'Europe entière l'incarnation d'une réponse ferme à l'intimidation russe. Désormais, dans les arcanes feutrées du Kremlin, le nom de Lecornu ne déclenchait plus ni ricanement ni haussement d'épaules.
Les sarcasmes sur le petit ministre français sans expérience avaient disparu. À leur place, un silence lourd teinté d'un respect qu'on n'accorde qu'à ceux qu'on a trop longtemps pris de haut. Selon des confidences glissées par des proches du pouvoir russe Poutine, lui-même aurait lâché lors d'une réunion tendue avec son cercle sécuritaire « J'ai mal évalué cet homme. Il ne joue pas avec les mêmes codes que les autres. » Ce à quoi l'un de ses généraux aurait répliqué la voix grave « Ce n'est pas juste une erreur, monsieur le président. C'est nous qui lui avons tendu l'épée. En le provoquant, on lui a offert l'occasion de devenir un héros. Et il l'a saisi. Il est devenu un symbole. » Un semestre s'était écoulé depuis l'épisode déclencheur lorsque les forces ukrainiennes déclenchèrent une vaste contre-offensive dans la région de Kherson. En première ligne rugissant sous le ciel plombé, les canons français frappaient avec une précision chirurgicale. Leur mobilité impressionnante et leur cadence de tir implacable donnaient aux troupes ukrainiennes un net avantage sur le terrain. Chaque détonation semblait porter en écho la trace de la promesse de l'écornu. Chaque mètre arraché à l'ennemi devenait une démonstration face à la menace. Ce n'est pas la peur qui triomphe, mais la fermeté. Dans les cercles stratégiques, un nouveau concept fit son apparition, l'effet l'écornu. Une formule simple pour désigner une réalité complexe, celle où une réponse nette sans délai aux intimidations du Kremlin produisait davantage de cohésion entre alliés que 1000 sommets diplomatiques pleins de précautions. À Paris, le ministre poursuivait son action avec la même fougue, mais plus rien n'était comme avant. Désormais, son téléphone sonnait chaque semaine. Varsovie, Berlin, Helsinki. Tous voulaient connaître son avis. Que faire face à Moscou? Comment tenir bon sans déclencher l'irréparable? Lecornu répondait toujours sans détour, presque comme un mantra. Vite, fort, en acte. Les discours, c'est pour les commémorations. Le secteur de l'armement tricolore tournait désormais à plein régime. Les carnets de commandes se remplissaient à une vitesse record et pas uniquement du côté de Kiev. De Tallinn à Helsinki en passant par Varsovie, tous les ministères de la défense européens frappaient à la porte. Les uns réclamaient des canons, César les autres lorgnaient sur les missiles Scalp ou les batteries antiaériennes dernière génération. Mais au-delà du matériel, c'était un message qu'ils achetaient. On veut de l'armement français, car vous ne vous contentez pas de le vendre, vous montrez que vous êtes prêt à vous en servir pour protéger ce qui compte. Septembre 2025. L'annonce tombe, Sébastien Lecornu devient Premier ministre. Et à des milliers de kilomètres de là, à Moscou, les micros se tendent vers Dmitri Peskov. Le porte-parole du Kremlin d'ordinaire, si prompt à l'ironie ou à l'escalade verbale, se contente d'un ton neutre. La Russie prend acte de cette nomination. Pas une pique, pas un froncement de sourcils. Seulement un constat froid comme la Sibérie. Un silence qui en disait long. Poutine, cette fois, n'avait plus rien à ajouter. Il avait compris. Lecornu n'était pas un homme qu'on provoque. C'était un homme qu'on considère qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, dans les amphithéâtres des grandes académies militaires de West Point à Saint-Cyr, un nom revient sans cesse, Lecornu. L'affaire est devenue une référence stratégique, un cas d'école disséqué dans les moindres détails. On y examine la moindre virgule de son discours, la moindre inflexion de chaque mouvement sur l'échiquier diplomatique, et la morale de l'histoire limpide. Face au dictateur, la retenue peut paraître prudente, mais seule la détermination impose le respect. Poutine lui avait tout misé sur un réflexe pavlovien de l'Occident, la peur du face-à-face. Il pensait qu'un grognement suffirait à faire trembler les capitales européennes, une vieille recette qui avait déjà fonctionné en Géorgie, en Crimée, au Donbass, mais cette fois l'ingrédient secret avait changé, et le plat lui était resté en travers de la gorge. Et c'est là qu'il est entré en scène, Lecornu. Inconnu au bataillon pour le Kremlin, il n'avait ni les manières figées des diplomates de salon, ni la langue de bois des stratèges en costume gris. Jeune incisif, formé par l'histoire plutôt que par les rondes de jambes diplomatiques, il avait compris une vérité brutale, les despotes ne comprennent qu'un langage, celui de la fermeté sans faille. Demain, quand les manuels raconteront la guerre en Ukraine, une date marquera le virage. Ce sera celle où la vieille Europe, jusque-là engluée dans ses hésitations, a levé la tête. Le jour où un ministre français a regardé Poutine droit dans les yeux,
a refusé de reculer et a transformé une menace en tremplin pour l'unité européenne. Ce tournant, c'était bien ce micro-moment devenu historique, l'allocution de Lecornu. Tout y tient en une formule choc devenue virale, une menace de plus, une cargaison d'armes en plus. Là où Poutine espérait semer la zizanie, il a récolté de la cohésion. Là où il misait sur la peur, il a déclenché une avalanche de courage. Pensant affaiblir, il a sans le vouloir solidifié un front entier. Et tout ça pour une simple erreur de jugement, il pensait que Lecornu allait reculer ou trembler, rater. Dans les jours qui suivirent, un phénomène incroyable s'est mis en marche. De simples citoyens européens ont commencé à écrire spontanément au ministère des Armées à Paris. Des milliers de lettres signées par des Polonais, des Estoniens, des Finlandais, même des Allemands. Toutes avec le même message clair et sans détour. Il n'avait pas prononcé un mot de trop et pourtant c'est comme s'il avait mis des mots sur les pensées de tout un continent. Une Estonienne de 77 ans rescapée de l'ère soviétique lui adressa une lettre bouleversante. « Quand j'étais jeune, j'ai cru que l'Ouest nous avait oubliés. Lecornu m'a prouvé le contraire. » Jour après jour, les courriers s'accumulaient sur son bureau. Son équipe voulait tout classer, tout trier, lui refusait. Il tenait à en lire personnellement 10 par jour religieusement. Ces voix venues d'ailleurs ont tout compris, confiait-il. Elles savent que céder aujourd'hui, c'est plier à jamais. Et puis il y eut cette image. Un ancien combattant ukrainien blessé à Bakhmout posait fièrement près d'un César français. Bras en écharpe, visage tourné, sourire discret. Au dos de la photo, quelques mots hésitants, griffonnés dans un français cabossé mais sincère. « Grâce à ce canon, ma brigade est en vie. Merci la France. Merci Lecornu, vous êtes notre héros. » Mais tout le monde n'a pas applaudi. Derrière les éloges des voix dissonantes, se sont fait entendre surtout dans les cercles feutrés de la diplomatie parisienne. Lors d'un dîner mondain, un ancien ambassadeur lâcha avec condescendance « Lecornu, un cow-boy ». Il provoque l'ours russe comme s'il jouait au poker. Et les médias se sont engouffrés dans la brèche. Le Monde diplomatique signait un éditorial au titre alarmant « Lecornu vers la confrontation aveugle ». Le message était clair, en s'opposant frontalement à Moscou, il risquait de claquer la dernière porte encore entrouverte au dialogue. Lecornu, lui, ne balaya pas les critiques d'un revers de main. Au contraire, lors d'un passage remarqué sur France Inter, il répliqua avec calme mais fermeté « On m'accuse de jeter de l'huile sur le feu, mais qui l'a allumé? C'est bien le Kremlin qui m'a désigné publiquement. J'ai simplement refusé de baisser les yeux. Certains voudraient que je me taise, que je m'incline, mais face à un tyran, le silence n'est pas une stratégie, c'est une reddition. Des propos tranchants, oui, mais visiblement alignés avec le sentiment populaire. Les sondages furent sans appel. 68% des Français validaient sa ligne. Dans les arrière-salles feutrées de l'Europe diplomatique, une mue discrète mais décisive était en marche. Là où autrefois régnait la prudence et le calcul, un nouveau ton, s'imposait celui de la fermeté assumée. Les ministres de la Défense, longtemps frileux à l'idée d'affronter Moscou, se mettaient soudain à parler haut et clair. À Berlin, Boris Pistorius lâcha une phrase qui fit mouche. « Lecornu nous a prouvé qu'on peut être intransigeant sans tomber dans la provocation. L'Allemagne doit suivre cette voie. » Mais c'est à Varsovie que le tournant devint spectaculaire. Ce qui aurait dû être une visite de routine prit des airs de libération nationale. Lecornu, accueilli en rockstar, vit des foules entières scander son nom devant le ministère polonais de la Défense. Drapeau tricolore mêlé à l'aigle blanc, pancarte en l'air, Lecornu le de Gaulle de Białystok. Merci d'avoir tenu tête au Kremlin. Une scène irréelle pour cet homme peu friand de projecteurs. Son homologue polonais Mariusz Błaszczak le serra dans ses bras et lui souffla à l'oreille « Tu as fait ce que tant redoutait, tu as défié l'ombre sans trembler. » Un silence, puis Lecornu répondit le regard droit « Les Polonais n'ont pas besoin de leçons de courage, ils l'incarnent et ils nous donnent la force d'en faire autant. » Le vrai test, le crash test de sa stratégie n'arriva pas tout de suite. Il fallut attendre près de 2 ans pour que Moscou sorte de l'ombre et frappe, pas avec des tanks, avec des codes, des virus. Un orage numérique d'une ampleur inédite s'abattit sur la France. Les hôpitaux, les réseaux ferroviaires, les centrales électriques,
Tout fut visé au millimètre près avec une précision qui ne laissait aucun doute sur les auteurs. Ce n'était pas un simple piratage, c'était une déclaration de guerre en langage binaire. Signé Vladimir Poutine, réunion d'urgence à l'Élysée, ambiance tendue. Sur les écrans, les alertes rouges clignotent. Le chef de la NSSI résume « On a bloqué la majorité de l'offensive, 90% maîtrisée. Mais il y a eu des dommages. Rien de critique, mais c'est visible. Silence dans la pièce. Tous les regards se braquent sur l'écornu. Certains s'attendent à des excuses, à une rétrospective du genre « J'ai peut-être été trop dur », mais non. Le ministre reste imperturbable. Il se lève, va vers la baie vitrée, observe la Seine qui coule paisible malgré la tempête. Et là, il lâche. Voilà exactement ce que cherche Poutine, qu'on pense que tout est de ma faute, que s'il nous attaque, c'est parce que j'ai osé lui répondre. Mais non, il nous aurait visé quoi qu'il arrive, parce qu'on soutient l'Ukraine, parce qu'on ne baisse pas les yeux, et aujourd'hui, il ne peut plus se cacher. Grâce à cette attaque, tout le continent voit enfin la vérité en pleine lumière, c'est bien lui le provocateur. « Quelle riposte ?» interroge Macron sans détour. Pas une seconde d'hésitation chez Lecornu. On triple le budget cyber, on ouvre nos systèmes aux partenaires européens et on le dit haut et fort. Poutine doit comprendre qu'à chaque attaque, l'Europe se muscle. La doctrine était née transformer chaque provocation russe en carburant pour une défense commune. Ce n'était plus un duel entre un ministre et un autocrate. C'était tout un continent qui piquait au vif, apprenait à réagir comme un seul corps. La riposte s'organisait vite, bien efficacement. Les tentatives de cyberintrusion se multipliaient, mais cette fois l'effet domino ne jouait plus pour Moscou. Les pays touchés l'alerte se consultaient en temps réel et verrouillaient les failles avant que le code malveillant n'atteigne son objectif. Ironie du sort, ce que des années de débats stériles à Bruxelles n'avaient jamais su imposer un assaut numérique du Kremlin, l'avait déclenché en quelques jours. Une vraie coalition cybernétique européenne. Lors du sommet d'urgence, la première ministre d'Estonie lâcha en souriant « Oh, il voulait fracturer l'Europe en tapant sur Paris. Résultat, il nous a ressoudés comme jamais. » Exactement 6 mois après le discours qui avait tout déclenché, une bombe médiatique éclata, mais pas là où on l'attendait. Andrei Gouroulev, ex-général de l'armée russe, débarqua à l'ouest, en traînant avec lui une valise de secrets et une vengeance glaciale. Dans une salle confidentielle sous la surveillance étroite des renseignements français, il lâcha l'aveu que personne n'avait osé espérer. Quand le Kremlin a décidé de s'attaquer à Lecornu, on l'avait tous averti. Mais Poutine n'en démordait pas, se rappelait Gouroulev. Pour lui, la France était un pays de poètes et de fromagers, pas de combattants. Il répétait que les Français se coucheraient à la première menace. Mais il s'était planté, et pas à moitié. Ce que Gouroulev révéla confirma ce que les stratèges soupçonnaient. En silence, le maître du Kremlin avait bâti toute sa stratégie sur un cliché rance. Et ce cliché venait de se retourner contre lui. C'est en pensant la France trop douce qu'il avait réveillé sa force. En croyant l'Europe désunie, il avait enclenché sa cohésion. Une erreur de calcul, devenue un tournant historique, automne 2025. L'Élysée lumière tamisée, verre de vin à moitié plein. Autour d'une table discrète, Macron jette un regard perçant à son ministre. « Sébastien, tu sais que ta promotion à Matignon va faire grincer des dents jusqu'au Kremlin. » Un hochement d'épaules calme. À ce stade, Emmanuel, un simple froncement de sourcils à Paris fait trembler Moscou. Ce n'est plus une question d'éviter les secousses, mais de s'en servir pour fortifier notre colonne vertébrale européenne. Macron esquisse un sourire. « Tu n'es plus le jeune homme prudent que j'ai nommé en 2017. » Le décor mondial a changé, répondit Lecornu sans détour. À l'époque, on se berçait d'illusions. On pensait pouvoir dîner avec l'ours russe sans finir dans ses griffes. Aujourd'hui, on sait. L'adversaire ne porte plus de masque et cette lucidité, elle change les règles du jeu. 9 septembre. L'annonce tombe. Lecornu devient Premier ministre. À Washington, standing ovation diplomatique. Le département d'État salue un homme de poigne face à l'agression. À Londres, félicitations personnelles du Premier ministre.
À Kiev, un tweet court puissant signé Zelensky « La France choisit la force. L'Ukraine applaudit ». Et à Moscou, 48 heures de silence glacial. Puis enfin, 3 mots tombent comme une pierre. Nous prenons note. Pas d'invective, aucune menace. Juste ce constat froid. Comme si le Kremlin avait enfin compris, le Cornu ne se plie pas. Il avance et il n'a plus peur. De Washington à Londres, de West Point à Sandhurst, jusqu'à Saint-Cyr, un nom résonne dans les amphithéâtres militaires le Cornu. Son bras de fer avec Poutine n'est plus seulement un fait d'actualité, c'est devenu une leçon de stratégie. On y enseigne comment dompter la menace autoritaire, comment transformer une provocation en levier diplomatique, comment cimenter une alliance là où d'autres n'auraient vu que la division. Tout tourne autour d'un axiome que Le Cornu lâcha un jour dans un amphithéâtre de Sciences Po. Les despotes passent leur temps à jauger nos faiblesses. Le silence pour eux, c'est un feu vert. L'indécision, une invitation. La seule chose qu'ils respectent vraiment, une volonté inflexible. Dans le silence qui suivit, un étudiant osa lever la main. « Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous jamais craint que votre fermeté dérape, qu'elle fasse tout basculer dans l'irréparable ?» Le Cornu le fixa longuement, puis répondit sans détour « Bien sûr que j'ai eu peur. Celui qui dit l'inverse est un inconscient. Mais je redoutais bien plus le prix de l'inaction. L'histoire ne ment jamais, à chaque fois qu'on baisse les yeux face à un tyran, on n'obtient pas la paix. On achète une guerre bien plus terrible. » Il s'arrêta un instant, fixa la salle, puis lâcha calmement. En 1938, Neville Chamberlain est rentré de Munich, le sourire aux lèvres, brandissant un papier et promettant la paix. 1 an plus tard, l'Europe flambait. Pourquoi? Parce qu'un dictateur avait confondu le compromis avec la faiblesse. Moi, j'ai retenu la leçon, et j'ai juré jamais je ne referai cette erreur. Ce serment personnel n'est pas resté sans écho. Dans les coulisses feutrées du Kremlin, les espions occidentaux parlent d'un document confidentiel soigneusement étiqueté, le dossier Le Cornu, une liasse épaisse de rapports hypothèses et plans d'action. Objectif, neutraliser ce Premier ministre français devenu incontrôlable pour Moscou. Mais problème, rien ne fonctionne. Aucune des méthodes habituelles, intimidation, flatterie, désinformation, ne semble l'atteindre. Le Cornu reste de marbre. Un rapport interne du FSB, selon les rumeurs, en viendrait même à cette conclusion glaçante pour les stratèges russes. Cet homme incarne un nouveau genre de chef occidental. Il n'a pas peur. Et le pire, c'est que ça se propage. D'autres dirigeants suivent son exemple. Pour la Russie, c'est une menace structurelle. Autrement dit, ce que Moscou ne peut pas contrôler commence à inspirer tout un continent. Ce n'était plus un simple glissement de vocabulaire, c'était un véritable basculement d'époque. Entre 2024 et 2025, l'Europe troqua peu à peu les mots doux comme dialogue ou désescalade contre des termes plus tranchants, résistance, détermination, disposition à riposter, et au cœur de cette mue historique, un nom revenait inlassablement, Sébastien Le Cornu. L'histoire n'est pas encore terminée. Le maître du Kremlin est toujours en place, les chars ne se sont pas tus en Ukraine, et les relations Est-Ouest n'ont jamais été aussi tendues depuis la guerre froide. Mais une chose est sûre, la peur a changé de camp. L'Europe, longtemps paralysée par ses propres doutes, a relevé la tête. Elle a cessé de s'excuser d'exister, et au lieu de tendre la joue en espérant la clémence, elle a compris qu'on peut défendre la paix sans se coucher. Le Cornu l'a résumé en une phrase lors de son discours d'investiture à Matignon. « La France ne souhaite pas la guerre, mais elle ne la redoute pas. La paix, oui, mais pas celle qu'on subit pas, celle qu'on mendie. Une paix libre, digne et conquise, et celle-là, on ira la chercher s'il le faut. » Ces mots simples mais puissants ont traversé les capitales européennes comme un électrochoc. Comme si, enfin, l'Europe se souvenait que sa liberté n'était pas un acquis, mais une conquête permanente. Ironie du sort, Poutine voulait humilier Le Cornu, en faire un exemple. C'est réussi, mais pas comme il l'imaginait. Il l'a rendu inoubliable, incontournable, inimitable. Et tout ça parce qu'un matin à 4h17 quelque part dans Paris, un téléphone ultra sécurisé s'est mis à vibrer et qu'un homme en décrochant a décidé une chose toute simple, ne pas reculer.